Donc, on vous a déjà un petit peu parlé de cette approche processuelle, cette approche transdiagnostique. On va parler peut-être aussi d'une approche un peu plus transversale, des pensées répétitives négatives. Alors, dans la présentation précédente, Pierre Philippot vous a présenté le fameux modèle de Kinderman, d'accord ? Alors, ce qu'il ne vous a pas dit non plus, c'est que, en fait, Kinderman a testé son modèle. Et il a réalisé une étude sur près de 33 000 personnes. Ça fait quand même rêver, d'accord ? Et dans ces fameux processus psychologiques, il a posé des questions aux personnes. Il n'a pas évalué les facteurs biologiques, mais il avait des questions sur les facteurs sociaux, sur les circonstances de vie. Et il évaluait essentiellement des problématiques psychologiques de type anxio-dépressive. Et sur 33 000 personnes, le plus fort déterminant de ces problématiques, c'était le fait de ruminer. Donc on va essayer ensemble de comprendre un petit peu plus ce que c'est que la rumination. Et je vais peut-être déjà faire un tout petit intermède, d'accord ? Ce sera le seul, pour simplement resituer un petit peu l'histoire de ces ruminations mentales. Donc on va appeler cet intermède dépression, sexe et rumination. Tout un programme. Ce sera bref, ce sera bref. Alors, quand on regarde la prévalence de la dépression, on n'est pas tous égaux par rapport à la dépression. Et ce que l'on retrouve dans toutes les études épidémiologiques, encore actuellement, c'est que les femmes sont 2 fois plus vulnérables à la dépression que les hommes. Alors, il y a eu beaucoup d'études, jusque dans les années 90, où on se disait oh, on n'est pas tous pareils, peut-être qu'on ne fonctionne pas tous pareil, peut-être qu'il y a des choses dans notre cerveau qui ne fonctionnent pas tous pareil. Jusqu'au moment où on a une chercheuse qui s'appelait Suzanne Nollet-Nuxema, qui s'est dit, mais tiens, peut-être qu'on va regarder un petit peu des mécanismes un peu plus psychologiques, peut-être qu'on ne réagit pas de la même manière à toute une série de circonstances. Et elle a fait des études assez simples, où elle a demandé à des hommes, à des femmes, ce qu'ils faisaient quand ils se sentaient un petit peu cafardeux, déprimés, un petit peu tristes. Et dans ces études, ce que les résultats ont montré, c'est que les hommes, ils disent je vais boire une bière, je vais jouer au foot, ouais, je vais penser à autre chose, je me distrais. Alors que nous, mesdames, on réfléchit beaucoup trop et on se dit ah là là, qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? Ah non, j'espère que ça va pas continuer parce que sinon j'ai plein de trucs en plus à faire la semaine prochaine, j'ai encore des présentations à faire. Faut vraiment pas que je me sente mal. Faut être au top, ok ? Et peut-être que en fait c'est la manière dont on réagit à notamment nos émotions qui pose plus problème que quoi que ce soit comme autre différence. Donc ça, c'était véritablement les débuts, en tout cas, des études sur la rumination mentale dans le cadre de la dépression. Alors, on a tous une idée de ce que c'est que ces ruminations mentales. C'est les choses, en fait, la définition la plus simple qu'on peut donner, c'est celle qu'on discute aussi généralement avec les patients pour commencer à aborder ces thématiques. C'est des idées qui tournent dans notre tête encore et encore et encore, sans aller nulle part. D'accord ? L'image qu'on en donne aussi, c'est le hamster dans sa roue qui continue à essayer d'avancer. Alors, il existe dans la littérature de nombreuses définitions de ces ruminations mentales. Je vous en présente une qui est une définition quasiment pragmatique et je vous invite peut-être à essayer de réfléchir à vos propres épisodes de rumination parce qu'un des avantages de cette thématique, c'est qu'on est quasiment tous concernés à un moment donné ou à un autre. Donc, ce qui définit les ruminations mentales, c'est la récurrence des pensées. C'est un enchaînement de pensées difficile à contrôler et qui revient sans cesse. Et les thématiques peuvent être diverses. On peut avoir des ruminations au sujet de nous-mêmes, plus souvent de nos défauts que de nos qualités. Ça peut être des ruminations au sujet d'événements négatifs passés. Ça peut être des ruminations au sujet de problèmes que l'on rencontre et qu'on n'arrive pas à résoudre. Ou, dans le cas de la dépression, aussi pas mal de ruminations sur les symptômes dépressifs. Avec des questionnements dans ces ruminations qu'on pourrait qualifier de questionnements autour de l'analyse des causes, des conséquences, des significations de la manière dont on se sent. Mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? Et qu'est-ce que ça veut dire si je me sens déprimée alors que peut-être d'autres ne le sont pas ? Et on va y venir dans une minute. Et donc on a cette analyse des causes, des conséquences, de la signification de ce qui est en train de nous arriver.
Deuxième aussi grande caractéristique, c'est un processus d'évaluation. Pierre Philippot vous a parlé juste avant, notamment par exemple de la différence entre qui on est et qui on voudrait être. Eh bien, on a aussi ici ce processus d'évaluation où on peut se comparer, entre autres, à qui on est par rapport aux autres. Pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à faire les choses que les autres arrivent à faire? Mais ça peut être aussi qui on est par rapport à qui on était dans le passé. En fait, depuis que j'ai cette dépression, je ne suis plus la personne que j'étais avant. Si vous m'aviez connue à l'époque, j'étais spitante, je faisais plein de choses, et regardez-moi aujourd'hui. Et ça peut être aussi, en fait, qui on est par rapport à un état désiré. On retrouve ça aussi très fort chez les personnes un petit peu perfectionnistes. Donc on a un idéal de soi, peu importe ce que font les autres, peu importe qui on était avant, c'est la différence qui nous embête, c'est qui on est par rapport à qui on voudrait être. Et donc on a cet aspect de comparaison qui vient nourrir ces ruminations. Alors on parle de rumination comme un processus. Les choses n'ont pas toujours été aussi évidentes, puisque pendant longtemps, on a considéré que la rumination, c'était un épiphénomène de la dépression. Avec finalement le constat que si on rumine, c'est parce qu'on est déprimé, donc on va traiter la dépression, puis on ruminera moins. Ça va avec, d'accord ? Alors ça a été aussi remis en question, notamment dans pas mal d'études de Suzanne Lennox-Emma, dont je vous ai parlé précédemment, dans lesquelles, en fait, elle a pu montrer que quand on mesure la dépression, alors on peut mesurer avec différents questionnaires, différents instruments, on ne va pas faire de la psychométrie aujourd'hui, mais quand on mesure votre tendance à ruminer et qu'on adopte des études longitudinales, eh bien la tendance que vous avez à ruminer prédit le développement et la sévérité d'un épisode dépressif chez des personnes qui n'ont jamais eu l'histoire de dépression. Alors ça, c'est un point important, parce que le meilleur prédicteur d'une dépression, c'est avoir eu une dépression. Donc chez les personnes qui n'ont pas ce prédicteur, la rumination prédit l'apparition de la dépression. C'est peut-être pas une conséquence de la dépression si ça vient avant, d'accord ? Par ailleurs, ça prédit aussi le maintien de la dépression chez des personnes déprimées. D'autres données un peu plus récentes suggèrent aussi que ça prédit les rechutes dépressives. Et c'est un élément important dans la dépression, puisque c'est un des troubles dans lesquels il y a le plus de rechutes possibles. Après un épisode dépressif, vous avez 50% de chances d'en avoir un second, puis 70% de chances d'en avoir un troisième. D'accord ? Donc peut-être que les choses viennent avant et pas après. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre que cette rumination, elle soit impliquée dans le développement, le maintien de ces états dépressif. Alors pour ça, il y a eu la mise en place d'études expérimentales dont je vais ici résumer les résultats chez les personnes qu'on appelle dysphoriques, c'est-à-dire qui sont dans un état d'humeur négative, voire qui souffrent de dépression. Et donc, dans ces études expérimentales, pour faire d'une longue histoire quelque chose de simple, on demande à un groupe de participants de ruminer pendant environ 7-8 minutes. D'accord ? C'est un petit peu la procédure standard. Et donc, on va leur demander de réfléchir aux causes, aux conséquences, aux implications de toute une série de symptômes qu'ils peuvent avoir. Dans une autre condition, on va bloquer ces ruminations et on va leur demander un peu de se distraire. On va leur faire des tâches d'imagerie qui vont occuper leur esprit, mais qui vont les empêcher de ruminer. Les résultats de ces études montrent de manière assez convergente que si vous ruminez pendant 7 minutes, vous augmentez votre humeur négative. C'est un effet d'amplification émotionnelle. Si vous ruminez pendant 7 minutes, vous augmentez aussi les pensées négatives. Vous allez commencer à réfléchir à plus de choses négatives, à plus de souvenirs négatifs, par exemple, par rapport à ce que vous avez commencé initialement à penser. Le deuxième point, qui est un point important aussi, c'est qu'on a un effet d'incubation des pensées. Ça veut dire que plus vous ruminez, plus vous avez de chances d'avoir, jusqu'à 24-48 heures après, des pensées intrusives qui vont de nouveau être la base d'un nouvel épisode de rumination. On a également ce qu'on appelle un biais de surgénéralité, même si on a des données maintenant qui peut-être peuvent remettre en question un peu ce biais de surgénéralité. Pour faire simple, plus vous ruminez, plus vous allez récupérer des souvenirs hyper généraux.
Alors en fait, cette hypergénéralité des souvenirs, c'est un des facteurs aussi qu'on a retrouvé dans pas mal de troubles comme une des difficultés transdiagnostiques dans pas mal de troubles chez les personnes. Mais ça veut dire aussi que, par exemple, vous allez avoir des jugements globaux aussi sur vous-même. C'est aussi fait partie de ce biais de surgénéralité. Par exemple, les personnes à qui on demande de ruminer pendant 7 minutes vont avoir tendance à s'évaluer, par exemple, de manière globale comme étant moins digne d'être aimé par quelqu'un. D'accord ? Et enfin, on a également une diminution de la capacité à résoudre des problèmes. Alors, cette diminution de la capacité à résoudre des problèmes, on pourrait se dire que c'est lié au fait qu'on est tellement dans nos pensées qu'on n'est pas en fait centré sur la tâche, attentif à ce qu'on est en train de faire. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que quand on demande à des personnes d'essayer de résoudre une situation assez écologique, par exemple, vous avez eu une dispute avec quelqu'un, cette personne ne vous adresse plus la parole, et on vous dit essayez de trouver toutes les solutions possibles pour essayer de gérer cette situation. Les personnes à qui on fait une induction de rumination ou qui ont tendance à ruminer beaucoup plus que d'autres génèrent moins de solutions et ces solutions sont considérées comme moins efficaces a priori. Alors on pourrait se dire, finalement, si on commence à ruminer, que ça augmente notre humeur négative, que ça augmente nos pensées négatives, que ça nous rend moins bons à résoudre les problèmes, on commence à comprendre les mécanismes par lesquels cette rumination est impliquée dans les difficultés psychologiques. Et on pourrait se dire, on a peut-être déjà une bonne image générale, mais en fait, ce n'est pas tout. Parce que ce qu'on a également, c'est d'autres conséquences, avec une conséquence assez importante, c'est ce qu'on appelle de l'inhibition comportementale et de la procrastination. Peut-être que vous avez déjà eu cette expérience, mais quand on rumine, on fait moins de choses. Et plus on rumine, moins on a envie de faire de choses. Donc ça, c'est encore là important dans cette rumination mentale. Et enfin, parce que Pierre également l'a abordé au niveau interpersonnel, on commence à voir aussi, chez les personnes qui ruminent, l'érosion du soutien social. Et vous avez peut-être déjà eu dans votre entourage des personnes qui ressassent sans cesse la même chose. Et on peut être présent un petit peu. Et puis elles vont commencer à nous énerver, ces personnes. Et puis on va essayer de plus trop les rencontrer. On va plus décrocher le téléphone. En fait, tout ça, ce sont ces signaux de cette érosion du soutien social. Et ça, c'est quand même aussi un des facteurs de protection les plus importants qu'on a en psychopathologie. Donc, par rapport à un peu une vision initiale de la rumination comme un épiphénomène de difficultés psychologiques, on commence à voir apparaître un tableau dans lequel ces ruminations sont impliquées dans le développement et dans le maintien des difficultés psychologiques. Alors, j'ai parlé essentiellement ici de la dépression, ou ce qu'on appelle un état dépressif caractérisé dans nos nosographies habituelles. Mais on ne retrouve pas cette rumination que dans la dépression. Et donc ça nous amène à une approche qui est plutôt une approche transdiagnostique. Et si on regarde un petit peu les différents troubles dans lesquels on a pu mettre en évidence le même type de rumination que celle que je viens de vous présenter, on retrouve ça par exemple dans la phobie sociale. Les personnes qui ont peur de l'évaluation d'autrui, ruminent avant les situations, ruminent pendant les situations et ruminent aussi après les situations. D'accord ? On retrouve ça aussi dans un trouble qu'on appelle le trouble d'anxiété généralisée, ici sous le tag, qui est un trouble caractérisé par ce qu'on appelle des préoccupations anxieuses ou des inquiétudes. Et c'est un symptôme cardinal de ce type de trouble. Et les études montrent que par rapport à la rumination, en fait, on a les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre, excepté que dans la dépression, nos pensées sont un peu plus tournées vers le passé, alors que dans l'anxiété, nos pensées sont un peu plus tournées vers l'avenir et la peur d'une menace. On retrouve également ces ruminations dans le stress post-traumatique. On a tous une image du stress post-traumatique dans laquelle les gens ont des flashbacks de certaines situations, des pensées intrusives de certaines situations. Donc la rumination ne fait pas partie du diagnostic et pourtant dans le discours des patients, elle est relativement présente. Avec par exemple des pensées ruminatives sur « j'aurais peut-être dû faire les choses autrement, j'aurais pas dû dire quelque chose, je n'aurais pas dû passer par cette rue où je me suis fait agresser ». Et donc on commence à avoir, je vais y revenir dans un instant, des pensées parfois qu'on appelle des pensées contrefactuelles. On les retrouve
dans les troubles des conduites alimentaires, avec des ruminations notamment sur l'insatisfaction corporelle. On les retrouve également dans les addictions, avec des pensées aussi et des ruminations qui peuvent être des facteurs de rechute dans les addictions. Et puis de manière plus générale, au-delà de diagnostics psychiatriques, on peut les retrouver dans des thématiques qu'on retrouve de manière assez transversale chez les patients, comme par exemple des thématiques de perfectionnisme, dans une thématique importante qui est le risque suicidaire, dans lesquelles en fait cette rumination participe à ce qu'on appelle une étape de cristallisation. Donc plus vous réfléchissez aux difficultés que vous avez, au fait que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, moins vous voyez d'autres alternatives que l'idée d'en finir. Et c'est ce qui est la dernière étape avant les passages à l'acte. Et enfin, on peut avoir aussi ces ruminations dans, on va dire, des difficultés de régulation des émotions. On peut donner l'exemple de la colère. Vous avez peut-être déjà tous été en colère, j'imagine, comme moi. Et quand on rumine, eh bien, en fait, cette colère augmente, c'est ce fameux effet d'amplification. Alors, je mets la colère comme exemple, mais par exemple, on peut retrouver aussi dans la clinique des phénomènes comme la jalousie pathologique, où plus on rumine, plus en fait on justifie aussi toutes les vérifications qu'on peut faire, comme aller regarder le téléphone de son compagnon. Donc, on a en fait une approche qui n'est pas liée à un diagnostic particulier, mais on retrouve ces mécanismes de rumination dans d'autres types de difficultés. Ce qui veut dire aussi que j'ai commencé un petit peu cet exposé en disant on a une approche qui est centrée sur les ruminations et particulièrement les ruminations dépressives, mais on a finalement des ponts, des points communs avec d'autres types de concepts comme les inquiétudes ou les préoccupations anxieuses dont je vous ai parlé dans le tag, dont l'anxiété généralisée, comme des ruminations post-mortem. Alors le terme n'est pas très joli, mais c'est par exemple, après, chez une personne par exemple, qui souffre d'anxiété sociale, c'est se rappeler les éléments de la situation en disant oh, et je me souviens, Pascal a froncé les sourcils, je suis sûre qu'il ne comprenait pas ce que j'étais en train de raconter, et qu'il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle fait là aujourd'hui dans cette présentation? Ça, c'est des ruminations que j'ai après les événements. Je vous ai également parlé de ces fameuses pensées contrefactuelles. Donc, c'est ces pensées où on essaye de reconstruire l'histoire. Si seulement je n'avais pas dit ça, si seulement j'avais dit ça, si seulement je n'avais pas fait ça, si seulement j'avais fait ça, si seulement je n'avais pas été par là. D'accord ? Et on se reconstruit cette histoire. Plus récemment également, on a commencé aussi à envisager les ponts entre la rumination et d'autres phénomènes, comme les phénomènes de vagabondage de la pensée ou du mind wandering, dont les premières études suggéraient en fait des effets bénéfiques de ce type de pensée. Alors que quand on regarde un petit peu la littérature, ce vagabondage de la pensée, il peut être soit bénéfique, en soutien notamment à de la créativité, mais il peut être parfois aussi délétère. Et peut-être qu'on a des composantes communes entre ce que moi j'appelle rumination jusqu'à présent et ce vagabondage de la pensée. Et donc c'est juste pour vous informer, ce sont des choses qu'on essaye aussi d'explorer, notamment avec des collègues en Pologne, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont impliqués, à la fois dans un vagabondage de la pensée relativement fonctionnel, et puis des ruminations, un vagabondage de la pensée un peu plus dysfonctionnel. Alors, face à un peu l'ensemble de ces concepts, on a commencé à parler dans la littérature non plus de rumination, de préoccupation, de pensée contrefactuelle, mais à avoir finalement une étiquette un petit peu globale qui serait de dire qu'on a des pensées persévératives ou des pensées répétitives négatives. Alors c'est assez descriptif. Donc ça c'est un peu plus ma perspective transversale, mais il ne faudrait pas non plus s'y tromper. C'est que ces pensées ne sont pas toujours que négatives. Donc, de nouveau, assez récemment, on a exploré avec les collègues la manière dont les ruminations mentales à partir de souvenirs positifs pouvaient être impliquées dans l'apparition, le maintien d'idées de grandeur. Et ces idées de grandeur, vous les retrouvez dans des troubles comme les troubles bipolaires ou la schizophrénie.
Donc, ruminer sur des choses positives peut aussi avoir des effets délétères. Donc, on a pour l'instant une perspective qui est une perspective dans laquelle on a une perspective processuelle, une perspective transdiagnostique, une perspective transversale au travers des différents concepts qu'on peut avoir autour de ces pensées persévératives. Maintenant, on peut aussi se poser la question des déterminants de cette rumination. Et cette question, elle peut rejoindre aussi en partie ce que Pierre Philippot aussi a expliqué tout à l'heure sur les niveaux de spécificité par lesquels on envisage la rumination. Alors, de manière aussi tout à fait personnelle, je parle plus souvent de rumination que de pensée répétitive, négative. Un mot, c'est super. Dans ces déterminants de la rumination, on essaie de distinguer des facteurs qui sont des facteurs d'initiation de cette rumination. Alors, une des premières sources qu'on a eues dans la littérature, c'était des recherches qui avaient été menées par Martin et Tesser au milieu des années 90, où la rumination semblait initiée par la non-atteinte d'un but. Alors, on n'est pas très très loin non plus. Vous vous souvenez tout à l'heure de ce processus de comparaison dont je vous parlais entre qui on est, qui on voudrait être. On n'atteint pas le standard qu'on se donne. Et cet écart entre le standard peut être l'élément qui initie cette rumination. Alors, si ça initie la rumination, il faut aussi expliquer pourquoi ça la maintient. Et donc, on a différents facteurs qui peuvent être impliqués dans le maintien de ces ruminations. Un des facteurs, on en a parlé un tout petit peu en disant il y a des facteurs métacognitifs, c'est le fait d'avoir des métacognitions concernant nos pensées. Alors des métacognitions positives et négatives. Des métacognitions négatives, c'est le fait qu'on pense que nos pensées vont nous rendre fous, qu'on n'est pas capable de les contrôler. D'accord ? Et c'est ce que rapportent en général les patients quand ils viennent consulter. Et en même temps, ils peuvent avoir des métacognitions positives sur le fait de ruminer. Alors, je vous mets ici certains items d'un questionnaire de métacognition qu'on peut retrouver sur la plateforme dont Pierre Philippot vous a parlé, qui suggère que les personnes puissent quand même être motivées à ruminer, malgré toutes les conséquences négatives que ça a. Parce qu'ils ont comme croyance que penser intensément, c'est la meilleure manière de résoudre les problèmes. Ils peuvent avoir comme croyance que ressasser des problèmes, ça aide à les comprendre. Ils peuvent avoir comme croyance que penser intensément, ça aide à se connaître. Ils peuvent avoir comme croyance que réfléchir aux raisons de nos sentiments, ça aide à les surpasser. Et parfois, c'est vrai, mais pas toujours. Donc, si on a des problèmes de rumination, peut-être qu'avoir ces croyances, ça nous engage dans ce processus de rumination, avec toutes les conséquences que je vous ai montrées au préalable. Donc ça, c'est l'un des premiers mécanismes de maintien invoqués pour les ruminations mentales. Le deuxième, c'est aussi un autre mécanisme qui maintient ces ruminations, c'est la difficulté qu'ont les personnes à se désengager de leur rumination. C'est quasiment un phénomène attentionnel de se désengager, de se réengager dans d'autres sources d'informations. Et puis, on a eu le développement d'une perspective qu'on appelle la perspective fonctionnelle et contextuelle. Alors, on va commencer par ce que c'est qu'une perspective fonctionnelle. Si vous ruminez et que ça amène toute une série de conséquences négatives, il faut se poser la question de pourquoi ça perdure. D'accord ? Alors, dans une perspective très, très comportementale, on considère que cette rumination, c'est un comportement couvert, mais c'est un comportement comme un autre. Et que s'il se maintient malgré les conséquences négatives, c'est qu'il est aussi renforcé d'une manière ou d'une autre. Et donc, une des grandes idées qui existent concernant la rumination, c'est de penser que cette rumination, c'est une forme d'évitement. Il
vous avez des choses à faire, et puis vous commencez à réfléchir, oui, mais je ne sais pas par où je vais commencer, et puis, oh, de toute façon, c'est trop difficile, et je ne comprends pas le système qui me demande toujours de faire des choses comme ça va quand même pas. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne vais pas tenir jusqu'à 50 ans si ça continue de cette manière-là. En fait, ma rumination, elle m'écarte de la tâche que je suis censée faire. Elle peut jouer une forme d'évitement. On a aussi dans cette forme d'évitement le fait que ces ruminations mentales se passent essentiellement sous forme verbale. Et donc je vais pouvoir faire aussi un clin d'œil à certains de mes collègues du LPNC, où on a aussi travaillé ensemble avec des perspectives parfois un petit peu différentes, mais avec aussi cette mise en évidence qu'on avait un phénomène qui est un phénomène essentiellement verbal, qu'on pouvait le mesurer par d'autres indicateurs que simplement des échelles auto-rapportées en disant ce que vos pensées sont plutôt sous forme verbale et imagée. Je trouve que ce travail a mené quand même à des choses assez intéressantes, notamment avec Hélène, avec Marcella, avec Romain, que je ne vois plus dans la salle, voilà, sur certains papiers, avec notamment les corrélats électromyographiques au niveau orofacial qui peuvent mettre en évidence ce caractère verbal des ruminations. Dans d'autres études, on a essayé aussi de comprendre pourquoi on avait ce caractère verbal et un autre phénomène associé qui est ce qu'on appelle l'inhibition de l'imagerie mentale. Et ça, c'est l'inhibition de l'imagerie mentale, c'est-à-dire que les personnes qui ruminent et qui ruminent de manière pathologique rapportent moins d'images mentales, d'accord, quand ils ruminent. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que avoir des images mentales, ça nous permet de nous connecter beaucoup plus à nos émotions. Si je vous demande de penser au mot glace et si je vous demande d'imaginer une glace, ça ne fait pas la même chose à la façon dont vous vous sentez. Donc il y a un phénomène d'inhibition de l'imagerie mentale, mais on a aussi différentes données qui suggèrent que quand on a ces images mentales, et des images mentales nous concernant, eh bien on adopte une image avec une perspective d'observateur plutôt que d'acteur, ce qui nous met aussi à distance de la façon dont on se sent. Alors on a essayé d'explorer dans quelle mesure ces ruminations mentales étaient essentiellement verbales, mais aussi étaient associées à des phénomènes d'imagerie avec une perspective plutôt d'observateur que d'acteur. Et ça a été le travail de Perrine Douce pendant sa thèse, avec des résultats pas très concluants, concernant en tout cas le rôle de l'imagerie mentale. D'accord ? Donc on a essentiellement ce caractère verbal, mais peut-être pas non plus une inhibition complète de l'imagerie et cette perspective d'observateur que suggère la littérature. Il n'en reste pas moins que dans cette perspective fonctionnelle, la fonction de la rumination pourrait être cet évitement. Et c'est ce qui vient la maintenir, malgré les conséquences négatives. Et puis, si on parle de la fonction d'un comportement, c'est très difficile de parler de la fonction d'un comportement sans considérer le contexte dans lequel ce comportement arrive. Donc, on va avoir des perspectives dans lesquelles on va développer cette approche contextuelle, dans lesquelles la rumination, elle se comprend dans un contexte spécifique. Toutes les ruminations ne sont pas des évitements. Vous allez faire l'hypothèse d'une rumination comme un évitement dans le contexte dans lequel il apparaît. Pour essayer de rendre ça un peu plus clair, on ne pourrait pas dire, je vais reprendre un exemple différent de celui de la rumination, mais je pourrais avoir un comportement comme faire une blague. D'accord ? Et je vous fais faire une blague. Les collègues qui me connaissent savent que j'aime bien faire ça. Donc, je vais faire une blague. Et puis, en fait, la fonction de mon comportement ici, c'est de vous maintenir un petit peu actif. On va arriver près de midi. C'est essayer de vous maintenir un peu attentif sur l'exposé. Ça, c'est la fonction de mon comportement. Et c'est peut-être ce qui va arriver. Imaginez maintenant que je sois à un enterrement d'une personne que je n'apprécie pas beaucoup. Et que je vois passer les gens en disant « Oh, cette personne était vraiment merveilleuse, altruiste !» Et avec le peu d'inhibition que j'ai, je fais une blague pendant l'enterrement que je regrette aussitôt. La fonction de mon comportement est différente. La fonction de mon comportement, c'est sans doute de décharger l'attention. D'accord ? Donc l'idée de cette approche contextuelle, elle est intrinsèquement liée à la fonction des comportements. On comprend un comportement dans le contexte dans lequel il apparaît et en fonction des conséquences qui suivent. Et puis, il y a eu, et ça a été un des aspects fortement développés par Edward Watkins de l'Université d'Exeter, le fait que la fonction de la rumination peut être modérée par ce qu'on appelle le mode de traitement ou le mode
de rumination. Et il a distingué un mode, dit un mode de rumination abstrait, évaluatif, qui ressemble assez bien à ce que je vous ai expliqué au début, d'un mode de rumination qui serait assez différent, et peut-être plus fonctionnel, qu'on appellerait concret expérientiel. Alors je vais essayer de vous illustrer ça, juste avec une situation qu'on utilise aussi pour expliquer cette différence entre les ruminations avec les patients. Alors généralement, on fait un exercice d'imagerie. Ici, je vais vous présenter la situation de manière un petit peu plus générique. Imaginez maintenant que vous soyez pressé pour aller à un rendez-vous qui est important pour vous. Vous rentrez dans votre voiture, vous vous installez, vous pensez à ce rendez-vous, vous mettez la clé dans votre voiture, vous tournez la clé et rien ne se passe, votre voiture ne démarre pas. Panique. OK. Donc, vous imaginez cette situation et puis il y a peut-être deux manières de commencer à penser dans cette situation. Une première manière, et je vais prendre ici ma mascotte qui est Monsieur Worry ou Monsieur Inquiet, c'est de se dire, mais tiens, voilà, j'arrive pas à démarrer, qu'est-ce que ça veut dire encore? Moi, je fais jamais les entretiens de la voiture, ça marche jamais ce truc-là, ça devait bien me tomber dessus un jour. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ça arrive justement aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui va arriver si je suis en retard? Quelles vont être les conséquences? Pourquoi moi? Si vous vous imaginez réagir comme ça dans la situation, il est possible que vous sentiez une amplification émotionnelle. Alors pas seulement de la détresse, mais aussi de la colère peut-être, donc d'autres émotions qui vont arriver. Peut-être que vous allez vous dire, mais ça c'est toujours pareil, en fait on ne peut jamais te faire confiance, d'autres pensées négatives. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu paralysé dans les situations, inhibition comportementale, et vous allez être moins bon à résoudre le problème de votre voiture, moins bonne capacité à résoudre les problèmes. Alors on appelait ce mode un mode abstrait, évaluatif, parce qu'en fait, vous n'êtes plus vraiment dans la situation. Vous êtes bien au-delà et vous êtes en train de vous poser des questions qu'on qualifie souvent de manière assez vulgarisée de questions centrées sur le pourquoi. Il y a peut-être d'autres manières aussi de penser à ces situations. Et une autre manière de penser à ces situations, c'est de rester centré sur la situation, sur ce qui a mené au problème de la voiture et comment vous allez peut-être résoudre les choses à l'avenir. Et donc, Monsieur Worry, il est toujours dans la même situation. Et puis, il va pouvoir peut-être se poser des questions, comme voilà, comment c'est arrivé ce problème de voiture? Panne d'essence, batterie, j'ai noyé mon moteur peut-être en essayant de démarrer un peu trop. Qu'est-ce que je remarque dans cette situation qui est spécifique à cette situation et qui la distingue d'autres situations? Donc on reste bien en fait centré sur la situation en cours. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui d'autres situations dans lesquelles j'ai démarré ma voiture? Quelles sont les étapes qui ont mené à ce problème? Comment est-ce que je vais résoudre le problème de ma voiture? Comment est-ce que je vais résoudre le problème de mon rendez-vous? Alors ça, c'est deux illustrations de ce mode, dans le premier cas, abstrait évaluatif, et puis de ce mode concret expérientiel. Avec l'idée que dans les problématiques de rumination, les patients aient plus de rumination abstraite évaluative que concrète expérientielle. Et ça va être un des points importants parce qu'il est possible qu'on puisse considérer que c'est un biais d'abstraction, et qu'on puisse remédier à ce biais par de l'entraînement. C'est ce qu'on appelle l'entraînement cognitif, la remédiation de biais par entraînement cognitif. Alors ça me permet de commencer à aborder une question un peu plus générale qui est, en fait, comment est-ce qu'on fait pour intervenir sur ces fameuses ruminations ou pensées répétitives, négatives. Alors, je vous invite à circuler dans les rayons de la FNAC, par exemple, à regarder les ouvrages sur les ruminations et à voir des choses comme « arrêtez de ruminer, arrêtez de vous inquiéter pour tout et pour rien ». Si c'était si simple, ça se saurait. Donc, on va essayer de voir quels sont les outils qu'on a pour pouvoir essayer de modifier ces difficultés chez les patients.
Et peut-être aussi m'arrêter un instant sur ce que peuvent dire les patients quand on dit on va pouvoir essayer d'intervenir sur vos ruminations, vos inquiétudes, vos pensées répétitives négatives. Et ce que peuvent dire les patients, c'est « Oui, mais vous savez, je suis comme ça. En fait, ça a toujours été. » Alors quand même, on a une série de données qui suggèrent qu'on ne naît pas ruminateur, d'accord? Mais que c'est un comportement qui s'apprend et que peut-être il s'est révélé un jour utile pour vous. Réfléchir intensément à un problème, être sur le qui-vive pour que rien n'arrive, ça a peut-être été utile, soit parce que rien n'est arrivé, vous avez la croyance que ça a été utile, soit parce que vous êtes inquiété pour certaines choses et vous avez pu prévenir des catastrophes. Ce comportement a été renforcé, mais aujourd'hui, il n'a plus cette utilité et il devient dysfonctionnel. Donc c'est un comportement sans doute qui s'acquiert et qui se maintient. Je ne me rends pas compte quand je rumine. En fait, on a cette force de l'habitude. Les personnes prennent cette habitude de ruminer. Et en fait, c'est un comportement qui est au départ contrôlé, mais qui devient automatisé au cours du temps et qu'ils ont du mal à identifier. Et je ne peux pas m'en empêcher. Peut-être que l'identification de la rumination pourrait aider. Et peut-être aussi que si on met en place certaines choses, on va pouvoir remplacer la rumination par autre chose. Et ça répond à la dernière question des patients. Mais si je ne m'inquiète pas, je vais faire quoi? Okay. Peut-être des choses qui vont ne pas avoir autant de conséquences négatives que ce que vous faites pour l'instant. Alors, il n'y a pas une et une seule manière d'intervenir sur les ruminations mentales ou les pensées répétitives négatives. Alors, je vais parler ici essentiellement d'interventions, de traitements, d'orientation cognitivo-comportementaux qui visent des pensées ruminatives négatives. Alors dans ce gros package d'interventions centrées sur les thérapies cognitives et comportementales, on peut retrouver certaines thérapies qui sont assez connues, je pense, maintenant en France, qui sont les thérapies, par exemple, basées sur la pleine conscience. Donc, c'est-à-dire, en fait, une attention portée à votre expérience, ici et maintenant, et sans jugement. Alors, ça a un double impact. C'est un double impact par rapport à mes ruminations abstraites évaluatives. D'abord parce que, finalement, se centrer sur les choses ici et maintenant, c'est une manière d'être concret et expérientiel. Par ailleurs, dans les interventions à partir de la pleine conscience, on vous apprend aussi à ne pas mettre le pied dans vos pensées. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des pensées qui vous passent par la tête en disant « je ne suis pas la personne que je voudrais être ». C'est jamais qu'une pensée. Ne mettez pas le pied là-dedans. Faites un pas en arrière et on essaye de ne pas rentrer dans cette rumination. Donc, ces prises en charge, elles font du sens par rapport au rationnel théorique que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. On a également d'autres thérapies qui sont des thérapies dites métacognitives où on va travailler notamment sur vos métacognitions positives sur les ruminations. Alors personnellement, avec les patients, le plus simple, c'est parfois de dire vous pensez que ça a été utile, maintenant vous venez de ruminer pendant 10 minutes. Vous avez avancé sur votre problème? Vous vous sentez mieux? Non? Alors c'est que ce n'est pas utile. Et si ça fait 10 ans que vous êtes en thérapie pour vos pensées et les situations que vous voulez gérer, c'est qu'on n'a pas encore assez bien avancé sur le problème. C'est donc bien une croyance et pas quelque chose qui vous aide. On va parler dans un instant un peu plus de TCC centré sur les ruminations, assez brièvement, et puis aussi sur le développement d'autres formes d'intervention, peu utilisées dans la clinique de tous les jours, mais plutôt dans des tests de nouvelles interventions, avec notamment des entraînements au contrôle cognitif pour pouvoir se désengager des ruminations, ou parfois aussi des modifications de biais cognitifs qui ne sont pas uniquement des biais d'abstraction, mais par exemple, on va essayer de réentraîner l'interprétation qu'on peut faire de certaines situations, voire on peut aussi réentraîner la récupération de souvenirs qui ne vont plus être des souvenirs négatifs, mais dans des situations difficiles, réentraîner la récupération de souvenirs. Par exemple, il y a des succès qui vont diminuer aussi l'émergence de ces ruminations. Alors, si je me centre un peu plus maintenant sur ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales centrées sur les ruminations, c'est un ensemble de techniques d'intervention qui vont viser à, d'une part, apprendre à identifier
les ruminations quand elles surviennent, et essayer de comprendre la fonction que ces ruminations peuvent avoir dans certaines situations. Et donc, on va aussi être attentif très fort au contexte dans lequel ces ruminations arrivent, et on va aussi amener les patients, non pas à identifier quand ils sont en plein milieu de la rumination, mais le début de la chaîne, quand ça commence, quels sont les signaux précurseurs, les signaux d'alarme que vous risquez de commencer à ruminer. Donc, augmenter cette conscience. Je vous ai parlé de ce style abstrait plutôt que concret. On peut parler donc peut-être d'un biais d'abstraction. Et on va essayer d'avoir un entraînement au biais inverse. C'est-à-dire, on va essayer d'entraîner un mode de rumination plutôt concret que abstrait. C'est exactement ce que je vous ai montré avec mon monsieur inquiet tout à l'heure. On va essayer de penser aux situations, non pas sur un mode pourquoi les choses sont arrivées comme ça, mais plutôt sur comment les choses en sont arrivées là, qu'est-ce qui est en train de se passer ici et maintenant et comment je vais faire pour avancer. On va également, si on a cette hypothèse forte de rumination comme un évitement, on va avoir un ensemble de stratégies qui vont être centrées sur l'augmentation de comportements d'approche plutôt que d'évitement. Et on peut le faire par des questions assez simples. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas en train de ruminer dans cette situation, vous feriez quoi ? En fait, si vous n'étiez pas en train de vous inquiéter, si vous n'étiez pas en train d'éviter votre travail, comment est-ce que vous y prenez en fait pour commencer un travail qui peut paraître difficile ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Et on peut également avoir des entraînements aussi à un style très très concret, un style d'approche dans ce qu'on appelle des exercices d'imagerie sur des activités absorbantes. Vous avez tous déjà eu des activités absorbantes, des activités en général très positives, dans lesquelles on est complètement immergé dans ce qu'on fait. On est en train de courir, on a l'impression qu'on pourrait faire un marathon. On est en train de faire un instrument de musique et on a l'impression qu'on colle avec la situation. C'est des moments un peu où le temps est suspendu et où on est complètement immergé dans ce qu'on est en train de faire. Ce sont des situations dans lesquelles vous ne ruminez pas. Vous êtes extrêmement concret, expérientiel. Et enfin, on peut avoir aussi des techniques qui sont basées sur l'augmentation de l'autocompassion, c'est-à-dire en fait des techniques qui vont diminuer votre jugement critique et diminuer aussi ces ruminations. Alors, comme Pierre le mentionnait tout à l'heure, il y a eu différentes études sur c'est ce qu'on appelle initialement ces entraînements à la concrétude. Alors, par exemple, on avait commencé à faire une étude, quand moi j'étais à Exeter, maintenant ça fait un petit temps, où on avait en fait une preuve de concept en disant mais est-ce que c'est possible d'entraîner à la concrétude, en fait d'avoir des situations tous les jours où les personnes s'entraînent juste à penser différemment, et est-ce que ça a un effet sur l'humeur dépressive et la rumination? La réponse est oui. Et puis est-ce que maintenant on peut développer des interventions quasiment où les patients peuvent se guider eux-mêmes pour pouvoir s'entraîner à cette concrétude? Et on a fait ça aussi auprès de patients qui souffraient de dépression, et ça diminue la dépression et ça diminue la rumination. Et puis on en est arrivé, alors ça c'est Ed Watkins qui a développé l'ensemble du protocole, à finalement des interventions plus complètes, centrées sur les ruminations, et ici centrées sur la rumination dans la dépression. Et puis de notre côté, avec des collègues de l'Université de Liège, ce qu'on a fait, c'est essayer de replacer en fait, ces évitements cognitifs dans des programmes, dans des plans d'intervention où on va cibler en fait, ce qu'on appelle de l'activation comportementale qui vise à vous mettre en activité et à diminuer les évitements, qu'ils soient comportementaux ou cognitifs, comme les ruminations. Alors ça m'amène peut-être à faire aussi un peu une synthèse un peu de ce champ qui se développe depuis les 35 dernières années de manière tout à fait exponentielle. C'est que j'espère que ces ruminations mentales ou ces pensées répétitives négatives, on pouvait les considérer dans une perspective qui est une perspective processuelle, dans une perspective qui est une perspective transdiagnostique, dans une perspective qui est aussi une perspective transversale. Pour ceux qui sont intéressés, on avait aussi, avec mon collègue Jean-Louis Monestos, il y a quelques années, coédité un ouvrage avec différents collègues, dont Pierre, dont Arnaud Carré aussi, que vous êtes à l'université de Chambéry, sur cette approche transdiagnostique qui est difficilement dissociable d'une approche processuelle.
Dans les années à venir, et dans les travaux qu'on est en train de mener également pour l'instant dans notre laboratoire, on a aussi des perspectives qui sont des perspectives de recherche. Et dans ces perspectives de recherche, on a des perspectives qui sont d'avoir une approche un peu plus écologique de ces pensées répétitives négatives. Je vous ai parlé de l'importance du contexte. Eh bien, on mène pour l'instant pas mal d'études dans lesquelles on fait ce qu'on appelle de l'échantillonnage d'expériences. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes répondent à des questions, notamment sur leur processus cognitif, pendant qu'ils vivent leur vraie vie. D'accord ? Ils reçoivent des questions sur leur téléphone et ils répondent en direct. Et on peut avoir aussi des caractérisations des situations qu'ils sont en train de vivre. Donc ça, c'est une des grandes choses qu'on est en train de développer avec plusieurs collègues dans le laboratoire. Et puis là, on s'est centré aussi essentiellement sur les ruminations. Et on peut considérer que le problème aussi des personnes, c'est de recourir quasiment systématiquement à la rumination, de ne pas avoir d'autre choix. Alors ça rentre aussi dans une perspective plus générale, où on va dire que finalement, on a une sorte d'inflexibilité dans les comportements qui sont mis en place, et que peut-être on peut travailler sur les ruminations mentales, mais on peut aussi travailler de manière plus générale sur l'augmentation de la flexibilité psychologique. Et donc ce sont aussi des travaux qui sont menés, notamment aussi avec des études écologiques, et qui sont la source des travaux notamment de Carla Nardelli, qui présentera sa thèse au mois de novembre, et auquel je vous invite fortement. Et donc il me reste maintenant à vous remercier pour votre attention.